Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Alors que 52,2% des startups se disent admissibles à au moins un des 4 différents programmes du gouvernement du Québec, plus de 60% d'entre elles ne sont pas en mesure de démontrer une baisse de revenus par rapport à leurs résultats de l'année dernière. Les entreprises doivent donc faire preuve d'imagination pour s'en sortir. Pour faire face à cette épreuve, les entrepreneurs doivent relever de nombreux défis et s'adapter. Cette semaine, Intersection X aborde le sujet de la technologie au service des familles et des enfants pour surmonter la crise du Covid-19. Au programme analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir comme entrepreneur. Pour continuer cette thématique cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Ouattaré de Mazam. Frédéric est directeur général adjoint chez Mazam Interactive, une entreprise qui a une mission d'éducation avec un objectif clair, offrir les vertus de la musique classique aux nouvelles générations. Mazam est une application ludo-éducative destinée aux enfants d'âge préscolaire. Dans le contexte actuel, Mazam a répondu présent à l'appel du gouvernement du Québec qui inclut l'application éducative et musicale dans sa nouvelle plateforme, l'école ouverte. Il nous partagera également son expérience et ses avis en temps de crise. Bonjour Frédéric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Il y a du soleil, c'est parfait. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est donc la technologie au service des familles et des enfants en temps de crise, est-ce que tu pourrais te présenter Mazam et la technologie que vous proposez? Oui, bien sûr. Je m'appelle Frédéric Ouattaré, donc je suis directeur général adjoint de Mazam. La mission de Mazam en tant que telle, c'est vraiment comme d'initier les enfants aux bienfaits de la musique classique. Pour réaliser cette mission, à l'ère du numérique, on a fait une application. Donc Mazam, c'est vraiment une application qui accompagne le développement cognitif des enfants grâce à la musique classique. Donc c'est une application qui est sortie en juin 2019, donc assez récemment. Puis dans ce produit, dans cet outil en tant que tel, on a vraiment voulu pousser la valeur éducative de la chose. C'est-à-dire que la musique apporte déjà plein de bienfaits chez l'enfant, surtout quand elle est pratiquée très tôt. Ça va développer la créativité, la concentration, d'autres choses. Nous, on avait voulu vraiment pousser cet aspect. Donc, on a travaillé avec la chaire de recherche sur musique et apprentissage de l'Université Laval pendant plus de 2 ans pour développer une méthode pédagogique pour que la musique devienne en fait un outil. C'est-à-dire que dans Mazam, on va découvrir donc les notions musicales, donc comme l'intensité, la hauteur des sons, etc. Mais aussi, c'est un outil pour développer d'autres fonctions exécutives. Puis la méthode pédagogique a vraiment été pensée pour ça. Ça va permettre à l'enfant d'apprendre à faire des choix, retenir des informations. Donc c'est vraiment rien n'a été laissé au hasard dans Mazam. Il y a toute une recherche effectivement du côté cognitif et développement qui a déjà été réalisée en amont. On recevait dernièrement des entrepreneurs de start-up. On a même eu Martin Lessard du MT Lab qui a dressé un portrait justement de l'impact de la crise sur les start-up. Quel impact justement cette situation a eu sur Mazam? Vous œuvrez dans le secteur technologique et éducatif, donc industrie créative, culturelle, éducative. Comment vous avez ressenti déjà cette crise-là et comment vous vous y êtes adapté et ajusté? Alors, Mazam, on est dans 2 secteurs. Donc, le secteur vraiment culturel, parce que c'est ça, Mazam est une filiale d'Analecta, qui est une maison de musique, de maison de disques de musique classique assez importante au Canada, même très importante en fait. Donc, on a cet aspect culturel, puis avec la chaire en musique et apprentissage, on a l'aspect éducatif. Donc, ça, c'est vraiment, Mazam regroupe ces 2 univers. Et pour revenir un peu dans le passé, on a sorti l'application en juin, puis les premiers mois où on a sorti l'application, on a vu un besoin, une demande en fait du milieu scolaire. C'est-à-dire que l'application était vraiment destinée aux familles à la base. Mais on a eu des enseignants de musique et des enseignants de la petite enfance qui ont souhaité utiliser l'application donc à l'école. Donc nous, on les a entendus, puis j'ai décidé de rencontrer donc des enseignants dans différents salons au Québec, donc la EPQ, la FAMEC, pour en fait creuser dans ce besoin, puis voir comment on pouvait le résoudre et adapter notre produit. Donc on a travaillé pendant
pendant plusieurs mois sur un nouveau produit destiné aux écoles qui s'appelle l'Académie Mazam. Donc l'Académie Mazam, en parallèle, on travaillait donc avec le cabinet créatif pour exporter cette Académie Mazam. Donc, le cabinet créatif, pour ceux qui ne le savent pas, est une cohorte qui est soutenue par la ville de Montréal pour justement pouvoir accompagner et aider des startups, des industries créatives et culturelles à pouvoir exporter. Je pense que je me trompe pas. C'est exactement ça, c'est une très bonne précision. Ils sont vraiment géniaux en passant. Et donc, on travaillait avec eux depuis janvier donc, sur comment exporter Mazam en Amérique du Nord, puis Canada et États-Unis. Et le 13 mars, on a sorti Mazam. Et le 15 mars, comme tout a été fermé. Donc nous, l'impact a été sur le coup majeur, dans le sens où tout ce qu'on avait prévu, tous les développements, la prospection qu'on avait prévu, mars, avril, mai, juin. Un plan de dévoilement aussi, là, je veux dire, c'était tout un plan de communication et de dévoilement, j'imagine, qui avait été anticipé. À partir de telle date, on s'attend à tel type de résultat, puis ensuite on va grossir, on va faire ci, on va faire ça. Comment, pour le coup, parce que d'un point de vue communication, je porterais à croire que ça n'a pas eu l'impact que vous aviez espéré. Comment, justement, vous vous êtes adapté à ça? Parce que là, il y a le côté lancement qui est tombé presque à l'eau vu la date et l'annonce de la crise et de devoir rester chez soi de notre Premier ministre, mais aussi d'un point de vue vraiment structure organisationnelle, comment vous êtes une équipe de combien? Comment vous vous êtes adapté? Comment vous avez réussi peut-être à réagir à ça? Alors, tout d'abord, on a bien réfléchi sur comment réagir à la situation en tant que telle. C'est-à-dire que nos activités étaient comme bloquées, des partenariats étaient bloqués, on ne pouvait plus se déplacer dans des salons. Donc, il a fallu réfléchir à comment réorienter cette activité. Donc, pour l'Académie Mazam, c'était un peu en pause, mais des activités vont reprendre, donc je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais l'application Mazam, elle, par contre, on a vu les téléchargements commencer à augmenter, puis de façon assez significative. Donc, on s'est dit qu'on allait recentrer nos efforts sur l'application. Okay. Donc, vous avez vu un engouement justement des téléchargements suite à l'annonce de la crise avec les familles qui se sont retrouvées en confinement avec les enfants et qui ont voulu justement trouver des applications et des opportunités d'apprentissage et de développement. Est-ce qu'on sait grosso modo le pourcentage d'augmentation peut-être du téléchargement que vous avez eu suite à ce confinement-là? Alors, je te dirais qu'au début, c'était pas un engouement. Au début, on a vu une opportunité. On a vu les téléchargements grossir, mais ce n'était pas un engouement en tant que tel. Okay. Et après que ça s'est transformé en engouement, c'est qu'on a décidé d'offrir l'application gratuitement par solidarité, puis de communiquer là-dessus. Donc d'abord, on l'a offert jusqu'au 12 avril. Puis là, on a vu les téléchargements augmenter de façon significative de plus 840%. Donc, okay. On ne parle pas d'une petite augmentation, on parle d'un chiffre vraiment conséquent. Donc, ces chiffres nous ont conforté dans l'idée qu'on faisait le bon choix et nous ont conforté dans l'idée aussi qu'il y avait vraiment un réel besoin au niveau des parents. Dans le sens où, moi, je pense qu'il y a deux éducations. Il y a vraiment l'éducation à la maison, puis l'éducation à l'école, qui sont différentes, mais les deux très, très importantes. Puis là, c'est un peu comme si l'éducation à l'école avait disparu temporairement. Puis on a mis ça... Ils doivent justement prendre tous les rôles aujourd'hui, donc plus ils ont d'aide, mieux c'est. Non, les enseignants ont un rôle très, très important. Puis je pense que les parents qui en doutaient encore un peu s'en rendent compte à la maison. Donc, il y a ce besoin de contenu éducatif parce que les parents sont un peu submergés, puis n'ont pas forcément le temps, n'ont pas forcément les compétences en tant que telles de continuer cette éducation. Donc, ça a été vraiment bien reçu. Puis l'application a connaît un succès parce que elle répond à un besoin. Donc, on a continué dans ce besoin-là. Donc, après l'offre de gratuité du 12 avril, on a eu l'appel du gouvernement
québécois qui sortaient de la plateforme École ouverte. Donc, on a répondu à cet appel, puis on a décidé de prolonger notre offre jusqu'au 30 juin. Donc, ce que j'entends, il y a beaucoup d'adaptations justement dans votre manière de penser et diriger l'entreprise. À la base, c'était une offre qui s'orientait davantage pour les familles. Vous avez vu un intérêt ensuite de la part du côté éducation. Donc, vous avez élargi cette offre-là aussi. Et arrivé à cette période de confinement, effectivement, il y a eu quand même une pause un peu du côté éducation à cause de la situation. Donc là, on resitue davantage les efforts auprès des familles. Et finalement, avec l'école ouverte, on revient sur un positionnement aussi éducatif. Donc, à chaque fois, en fait, c'est une adaptation de votre côté. Est-ce que ça, ce type d'adaptation-là, c'est quelque chose qui est stressant de votre côté, ou justement ça fait partie de votre culture et vous l'envisagez déjà comme ça tout le temps? Mais c'est sûr que dans la culture d'entreprise, c'est toujours bon d'avoir une réflexion puis de pas rester focalisé sur une seule idée. Parce qu'une idée, tant qu'elle n'a pas été testée et validée, même si on pense que c'est une bonne idée, on n'en est pas sûr à 100%, c'est le public qui la validera en tant que tel. Donc, en étant une petite startup, on a cette possibilité de rebondir. Mais le très important, c'est c'est toujours de penser court terme, on va dire, mais sans oublier le long terme et la mission. Et nous, notre mission, ça reste initier les enfants au bienfait de la musique classique. Donc, je dirais que on passe par ces deux canaux d'éducation qui sont la famille et le système scolaire pour répondre à cette mission. Mais notre mission reste la même. Donc, tu disais que vous étiez une petite start-up, donc vous arrivez quand même à vous adapter et vous avez ce mindset-là de changement et d'adaptation court terme sans oublier le long terme. Est-ce que vous avez réorganisé la manière de travailler? Donc, comme tu le disais tantôt, Mazam est justement au cœur et de la culture et de l'éducation. Il y a justement le fondateur d'Analecta qui est fondateur de Mazam. On a aussi Angèle Dubo qui travaille autour du projet. Comment ça se passe justement cette adaptation-là entre l'équipe, j'imagine, des développeurs, toi qui es là aussi pour gérer tous ces éléments-là, et aujourd'hui, est-ce que le côté distance, travail à distance des uns et des autres pose un problème? Est-ce que c'est un défi supplémentaire pour vous en tant que start-up? C'est sûr que c'est un défi supplémentaire parce qu'on n'a pas cette culture de travail à distance. Puis moi, ça me va très bien de ne pas avoir cette culture en tant que telle. Je suis vraiment quelqu'un qui aime être au bureau, puis discuter avec les gens au bureau, puis travailler avec les gens au bureau. Donc, c'est une nouvelle culture qui est arrivée, puis on a dû s'adapter. Donc, on a dû être un peu plus agile dans le sens où on a mis des rencontres de 15 minutes tous les matins, donc pour parler des bloquants de la veille, de ce qu'on a fait la veille, puis des futures tâches qu'on va effectuer dans la journée. Donc, tout ça pour avoir un suivi des activités, mais aussi pour garder un peu ce contact humain. Parce qu'il y en a qui sont, on est tous confinés, il y en a qui sont seuls. Ça permet d'alléger notre quotidien, puis de voir l'autre. Donc, on voit l'autre chez lui d'une autre façon. Puis ça, c'est très intéressant. Donc, je te dirais qu'au niveau de comment on travaille dans l'entreprise, c'est vraiment ça qu'on a mis en place. Après, on a mis en place aussi 2 rencontres hebdomadaires, une en début de semaine et une en fin de semaine, des rencontres plus longues, donc pour vraiment faire un suivi de ce qui a été fait également. Et après, au niveau des activités de chacun, comme on a réorienté notre stratégie, et forcément, il y avait des aspects marketing qu'on ne fera plus, des partenariats en discussion qui sont un peu sur la glace. Mais il y avait d'autres ouvertures, ce qui fait qu'on a vraiment mis l'emphase, puis j'ai demandé aux employés de mettre l'emphase un peu plus sur la prospection, c'est-à-dire pour faire connaître cette offre de gratuité. Puis l'équipe a vraiment été très très réactive là-dessus, puis c'est vraiment apprécié, dans le sens où même c'était pas leur domaine en tant que tel d'écrire, d'aller chercher des adresses courriels, puis d'écrire à des gens pour faire connaître notre situation. Ils l'ont fait quand même, et puis les résultats sont très très payants. C'est-à-dire que maintenant on n'a plus juste école ouverte, on est aussi intégré au Labrador, on est intégré l'État de Washington, l'État de Floride,
Okay. Puis on parle de nous en Amérique du Nord dans certains orchestres, beaucoup au Québec, au Canada. Je te dirais que tout ce travail est payant, puis on le voit, et c'est vraiment super. Donc, il y a eu une réadaptation des tâches, peu importe les spécialités de chacun, justement, pour venir renforcer les besoins que l'entreprise avait en ce moment d'être davantage connue dans cette période-là. Exact. OK. Ça fait maintenant 6 semaines qu'on est confiné, grosso modo. Il y a une certaine habitude, j'imagine, qui s'est mise en place. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de défis à relever de votre côté, ou on voit, bon, jusqu'à il y a peut-être une quinzaine de jours, il y a eu beaucoup d'annonces de financement en tant public que privé pour les entreprises. C'était pas toujours évident pour les startups, justement, comme je le disais en introduction. C'est pas facile pour les startups, justement, de pouvoir présenter une diminution de revenus de leur côté pour pouvoir bénéficier de ces aides-là. C'est quoi ton avis par rapport justement aux aides qui sont offertes aux startups? Est-ce que l'aspect financier est la seule réponse qu'on peut apporter, ou selon toi, il y aurait peut-être d'autres besoins, d'autres défis justement où vous pourriez être accompagné? Déjà au Québec puis à Montréal, moi je trouve qu'on est très chanceux de manière générale au niveau des aides qu'on peut avoir. Après, ça va dépendre de certains ministères, dans le sens où peut-être que l'éducation, on aura un peu moins d'aide, la culture, on va en avoir un petit peu plus, puis le numérique, on en a beaucoup. Parce que Montréal est vraiment une plateforme numérique, puis c'est une force internationale. C'est incroyable toute l'activité qui se passe à Montréal. Donc c'est normal qu'il y ait plus de subventions dans le numérique. C'est un choix de la ville qui est très très payant. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Au niveau des accompagnements en tant que tel, l'accompagnement financier, je pense que ça va vraiment, en fait, ça va être au cas par cas de la compagnie. Il y a des compagnies qui peuvent en bénéficier, d'autres non. Il y a des fois cet accompagnement financier va être intéressant. Des fois, ça va être juste un report des échéances, et finalement, on va avoir cette aide, puis dans un mois, on va se retrouver dans une situation difficile parce qu'on n'a pas eu d'activité pendant ce mois-ci. Donc, je te dirais qu'il est important, mais pas que. Chose qui est très importante, qu'on voit aussi au Québec et à Montréal, c'est un accompagnement pour modifier ces activités. Dans le sens où on a alors si je ne me trompe pas, c'est le virage numérique accéléré. Ça permet au commerce de vendre leurs produits sur le net ou des choses comme ça. Donc, c'est pas juste un apport financier, c'est un apport conseil. Puis lui, je le trouve très, très important. Enfin, le dernier rapport, je te dirais que je trouve un peu moins présent, mais qu'il est quand même, c'est penser à l'accompagnement local, dans le sens où c'est de mettre en avant, pousser des messages, d'utiliser des produits locaux, parce que c'est vraiment les locaux, les habitants en tout cas pour chaque pays, mais là c'est au Québec, c'est les entreprises du Québec qui pâtissent de cette situation. Donc, si on peut au maximum faire travailler ces entreprises-là, et que le gouvernement pousse les messages de faire travailler ces entreprises-là, un peu comme on a eu avec l'initiative Panier Bleu, pour moi, c'est également un accompagnement très, très important. Donc, plutôt que d'aller chercher des solutions, des services, du financement étranger, essayer de rester le plus possible sur le côté entraide et achat local pour pouvoir justement renforcer ce côté économique-là. Exactement. Puis, c'est pas juste commerce, mais si je prends un exemple, donc dans le site École Ouverte, on a des contenus québécois, mais également des contenus étrangers. Puis là, maintenant, depuis une semaine, je pense, ils ont mis un petit logo sur les contenus faits au Québec pour un peu faire la promotion de ces contenus-là. Ça, c'est des choses qui aident les entreprises d'ici. Donc, je dirais que ces 3 volets de l'accompagnement sont importants. OK. On ressent beaucoup dans ton discours que l'innovation, l'adaptation est quand même au cœur de ce que vous proposez, même si pour le coup la réouverture des écoles est un peu plus d'actualité depuis quelques jours. Est-ce que comment tu vois justement une avenue pour
survivre, ou encore une fois peut-être s'adapter, perdurer. Là, vous avez réorienté la communication auprès des familles. Les écoles vont peut-être réouvrir. Est-ce qu'il va falloir peut-être réajuster encore la communication, ou vous avez déjà un plan de match pour la suite? Comment vous réfléchissez cette adaptation-là au fur et à mesure? Alors, réorienter, oui et non, dans le sens où, oui, on a réorienté temporairement nos activités, mais le fait de travailler donc avec différents gouvernements, de faire connaître nos offres au niveau des écoles, des bibliothèques, etc. Finalement, quand on va revenir donc dans le milieu scolaire, on va revenir plus fort parce que notre produit plaît, notre produit est utilisé. Donc nous, ça nous apporte une crédibilité supplémentaire. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, c'est un report, mais je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Après, au niveau de l'adaptation de l'école, là, à mon avis, c'est un peu différent. Puis c'est là où il va falloir être très réactif. C'est-à-dire que oui, il y a un retour, les écoles vont réouvrir, mais c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, un retour, ce qu'on pourrait dire un retour à la normale. C'est-à-dire que ça va être vraiment, à mon avis, progressif, parce qu'il va y avoir la distanciation sociale qui sera importante à respecter quand les écoles vont réouvrir. Va y avoir une exposition des enseignants qui sont peut-être âgés au Covid-19, qui voudront ne pas forcément aller retravailler tout de suite. Une exposition des chauffeurs de bus qui sont souvent des personnes âgées. Donc il y a toutes ces choses à prendre en compte également dans la reprise de l'école, que ça va pas reprendre directement. Pour moi, c'est une ouverture progressive qui va se faire de 12 à 18 mois à peu près. Puis il va y avoir une adaptation du mode de fonctionnement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de ressources numériques. Maintenant, il faut que le système scolaire et ses ressources numériques trouvent, alors c'est pas du tout le mot, un terrain d'entente, mais ne fassent qu'un pour s'adapter à la situation. Pour qu'il y ait justement un discours qui se mette en place et que chacun puisse trouver son compte dans ce qu'ils ont besoin. En tant qu'entreprise, justement, donc là, je vois que tu es quand même déjà bien au fait de ce qui risque de s'en venir et justement des adaptations du système éducatif. Pour vous, est-ce que ça implique qu'il va y avoir des innovations supplémentaires qui vont venir suite à ça? Parce que là, le fait que vous ayez eu, par exemple, une augmentation de 840% des téléchargements, est-ce que ça vous a donné des nouvelles idées pour justement continuer dans cet aspect innovation-là? Ça a accéléré, c'est drôle que tu me dis ça, ça a accéléré certaines idées, okay. Parce que ça a accéléré certains partenariats. Dans le sens où autant ça a mis sur la glace beaucoup de choses au niveau de l'académie, autant certains partenaires avec qui on était en discussion, notamment une grosse entreprise américaine, ben, eux ont voulu accélérer leurs activités. Et parce que ils voient également, eux, ils voient une opportunité dans cette situation-là. Nous, pour rejoindre ces partenariats, on avait des développements qui étaient prévus, mais plus tard, ben là, on doit les avancer. Donc, je te dirais qu'il y a des développements à ce niveau-là. En termes d'innovation en tant que telle, c'est sûr qu'on revoit notre produit, l'Académie Mazam, pour vraiment penser à cette adaptation du modèle scolaire qui va être, au début, peut-être un enseignement à distance, puis petit à petit, on va rentrer, mais ça va être misé aussi sur une amélioration de cet enseignement à distance. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte vraiment quand on s'adresse à ce public-là. Donc ça, là, c'est une option, en fait, c'est une porte qui a été ouverte à cause de cette crise-là, de passer à distance pour plein de choses. On est passé au télétravail, on est passé à la télé-école à la maison avec les parents. Donc, il va y avoir un chemin, justement, il y a un chemin qui s'est ouvert par rapport à ça pour pouvoir développer encore plus d'activités selon cette nouvelle habitude-là. Est-ce que il y aurait peut-être
une envie pour vous justement de développer encore plus ce côté international-là, là, le fait que vous ayez réussi à développer certains partenariats beaucoup plus rapidement avec les États-Unis par exemple, est-ce que pour le coup, le plan d'exportation s'est peut-être modifié en se disant, ok, vu que là on a atteint nos premiers objectifs peut-être plus rapidement que ce qu'on avait prévu avec les États-Unis, peut-être on peut passer à une phase 2 ou en tout cas plus grande du côté exportation internationale? Alors, pour l'instant, on n'est pas dans la modification globale, mais on est dans l'avancement des phases. Tu sais, sur notre plan d'exportation, on est sur du 3-5 ans. Ben, il y a justement cette petite phase partenariat qui, elle, est avancée. Il y en a qui sont reculées. Donc, on adapte vraiment nos petits modules, en fait, nos phases de développement, nos phases de prospection par rapport à cette réalité-là. Mais là-dessus, je te dirais qu'on a quand même un peu de flou de comment ça va se dérouler. Donc, y aller par phase, ça permet vraiment de garder un cap à court terme. C'est toujours par phase de l'itération et toujours regarder ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et l'adapter au fur et à mesure. C'est ça ce que je comprends. Oui, oui, c'est vraiment important d'être très, très agile, surtout dans ce genre de situation où, même si là, on commence à avoir une meilleure vision, les 2-3 premières semaines, je ne sais pas pour toi, mais c'était le chaos total. Donc, tu peux pas te dire, ben, dans 3 mois, on va faire ça. Non, non, tu fais une phase de 2 à 3 semaines, puis après, tu rebondis à la phase d'après. Ça permet vraiment de s'adapter, puis c'est très important. Ben, c'est très intéressant justement que tu arrives à ce point-là. J'avais une question pour toi. J'aimerais qu'on s'adresse aux entrepreneurs et gestionnaires d'entreprises culturelles, éducatives, numériques et même autres en fait, qui sont présentement touchés. Quels conseils tu pourrais leur partager pour garder le cap ou surmonter cette crise? Là, tu disais déjà y aller par phase de 2-3 semaines, puis au fur et à mesure, on fait avancer step by step. Comment c'est quel type de conseils tu pourrais leur donner? Quel type de conseils? Ben, je pense qu'il faut tous qu'on prenne conscience que cette crise est majeure, puis que ça va totalement changer, ça va totalement changer nos activités. Il y a même certaines activités qui seront plus du tout possibles à réaliser. Il y a des métiers qui vont apparaître, il y a des métiers qui vont disparaître. Donc, je pense que c'est très important d'être conscient de ça. Ça ne sera pas comme ça l'était avant. Donc, moi, ce que je conseille fortement, c'est de réfléchir, puis on utilise souvent le mot réinventer, c'est de réfléchir à d'autres solutions pour son entreprise pour qu'elle puisse continuer à vivre. Après, moi, je suis très conscient qu'on a tous des réalités différentes au départ, et que c'est plus facile pour certains de se réinventer que d'autres. Donc, même si ces réalités sont difficiles, moi, vraiment, mon conseil, c'est de prendre du recul, de vraiment analyser la situation, puis de se faire un petit plan sur sa feuille pour voir quelles options quelles options on a, puis où on pourrait se diriger. Une fois qu'on a ces petites options-là, bah, c'est de les tester. Tester sur 3 semaines, tester sur 1 mois, tester sur 3 mois. Puis au bout d'un moment, je suis persuadé qu'il y aura une petite option qui va porter ses fruits. C'est quand même très positif et rassurant, je trouve, le ton sur lequel tu nous distribues ces conseils-là. J'aimerais justement peut-être approfondir un peu le côté analyser et décortiquer la situation pour pouvoir justement s'adapter. C'est pas encore toutes les entreprises qui, déjà c'est pas toutes les entreprises qui œuvrent dans le numérique et qui peuvent s'adapter peut-être aussi rapidement. Et 2, il y en a encore, même si elles peuvent, ne savent pas forcément par où commencer. Donc j'ai l'impression que vous avez quand même réussi à rebondir assez rapidement par rapport à cette situation-là. Est-ce qu'il y a des étapes clés que vous avez suivi, ou est-ce que c'est beaucoup dans la prise de recul que ça s'est fait? Oui, ben c'est vraiment en fait, ce que je te disais, la première étape, c'est de prendre conscience, si on continue, ça marchera pas. Je pense que ça, c'est l'étape numéro 1. Après, il y a vraiment donc ce recul à avoir. Ça, le recul, c'est très simple. Quand on le sait, c'est très simple. C'est de réanalyser ses forces, de réanalyser ses faiblesses, de voir ce qui a marché dans le passé, ce qui n'a pas marché. Donc ça, c'est le point numéro 2.
Puis après, c'est de faire un lien entre la situation actuelle, puis ses forces, ses faiblesses-là. Puis s'il y a un lien qui marche, ben là, avancer un peu plus, puis creuser un peu plus en trouvant des projets avec ce lien-là. Mais vraiment, de faire un pas en arrière, puis de réanalyser la situation, pour moi, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. C'est refaire en fait son travail du début quand on décide de lancer un projet, de voir la situation actuelle a tellement changé la donne que là, il faut qu'on se repose les mêmes questions pour voir où on se situe et comment on s'adapte. Exactement, exactement. En fait, c'est un peu refaire le plan d'affaires du début. Parfait. En général, j'aime bien terminer sur une note alors un peu plus positive, même si je suis pas très négative dans mon entrevue avec toi. Mais selon Frédéric Ouattara, de quoi demain sera fait? On a déjà ouvert un petit peu des portes, que ça soit autant dans le milieu des entreprises que dans le milieu peut-être du numérique, vu qu'on est à Montréal et que c'est vraiment une industrie qui est très importante dans cette ville. Est-ce que t'as des idées, selon toi, de à quoi ça va ressembler, même si effectivement on n'a pas une boule de cristal pour le savoir, mais c'est quoi justement, toi, peut-être tes intuitions par rapport à ça, autant dans le milieu éducatif que entrepreneurial? Alors, c'est difficile à dire. Puis là, c'est vraiment Frédéric Ouattara qui va parler, puis en détachant Mazam, ça va être mon avis à moi. Moi, je dirais qu'en ce moment, on voit du très bon comme on voit du très mauvais. Puis, avec le très mauvais, c'est qu'avec une crise économique, on va avoir beaucoup plus d'inégalités, beaucoup plus de chômage, une peur de l'autre, surveillance des peuples, comme on est en train de le voir de façon très intense en Chine et en Russie, montée du totalitarisme. Donc, on peut s'attendre à tout ça. Puis c'est un peu un scénario catastrophe, mais encore une fois, c'est bien de le prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment tout le mauvais qui peut arriver. À côté de ça, il y a tout le bon, en fait, qui peut arriver également. On voit l'explosion de la créativité sur les réseaux sociaux, c'est assez fantastique. Comme je disais, l'importance du panier bleu, l'importance du local est pour moi primordiale maintenant. La redécouverte de certains métiers essentiels, comme l'éducation, finalement, on se rend compte qu'elle est vraiment plus importante que ce qu'on pensait avant. Ça, c'est tout ce qui est le bien. Après, je te dirais que on va basculer d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai confiance qu'au Québec, on va basculer du bon côté. Si je pouvais terminer sur une note positive, tous les Québécois qui nous écoutent, faites marcher l'économie, faites marcher les entreprises locales. Quand les restaurants vont réouvrir, allez au restaurant, achetez votre nourriture ici. Le tourisme, l'industrie du tourisme a pris un grand coup et va prendre un grand coup pour la prochaine année. Peut-être qu'à la place d'aller dans le sud, aller visiter la Gaspésie, puis bien évidemment télécharger Mazam, produit du Québec, et tout va bien aller. On espère en tout cas que les Québécois t'entendront parce que c'est des très belles initiatives que tu suggères. Merci beaucoup Frédéric pour cet échange. Je vais essayer de résumer. Donc, on a parlé de développer la créativité, peu importe la situation, de ne pas rester bloqué sur une idée, qu'il faut toujours tester ce que on a en tête. Tu disais peut-être qu'en plus du financement, on aurait besoin d'un accompagnement pour peut-être pivoter, s'adapter et que ça manque un petit peu dans la situation actuelle. Toujours aussi être agile et avancer par phase de 2-3 semaines et tester encore une fois et prendre du recul pour voir les options, les tester, les essayer, se réadapter et surtout, je pense que le plus grand message que tu nous as partagé aujourd'hui est de rester local. Merci encore pour ce partage. Intersection X n'est pas fini. Printemps numérique reste là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous reviendrons mardi prochain avec une nouvelle thématique, l'impact de la crise sur les communautés, les écosystèmes, comment y faire face. Au programme, comme d'habitude, des réactions, des conseils, des exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain, 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Déborah Cherenfant, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui ne cesse de se réinventer pour s'adapter dans cette situation. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser vos questions, nous donner vos avis ou suggestions. Prenez soin de vous, profitez du soleil. Il y en a aujourd'hui, c'est très important pour le moral. Je vous retrouve donc mardi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Merci, à bientôt.